s'il y a des questions à poser, des points qui vous intriguent, dans la mesure où je peux répondre, je répondrai. Si ça dépasse ce que je sais, eh bien je vous dirai que je ne sais pas. Voilà. Et on m'a demandé tout à l'heure de donner les références des livres que j'ai cités. Alors là, je dois dire que je n'ai pas les références ici sous la main. S'il y a des personnes qui sont intéressées par ces références, je pourrais les communiquer ou les donner à Michel Chazot, ou je les ai chez moi, mais alors là, je ne les ai pas prises ici. Maintenant, le problème que je viens de traiter, la première partie qui concerne les cataclysmes existe traitée en totalité, et même plus amplement que je ne l'ai fait, dans le numéro 2 du journal de bioélectronique Vincent. Et quant à la partie cosmique, que j'ai traitée ici, non pas intégralement, mais en majeure partie, elle se trouvera dans un certain numéro 3, puisque les publications scientifiques reprendront. Il y a un accord qui a été signé dernièrement entre notre association et un éditeur. Et alors le premier numéro à paraître portera l'explication du cosmique, les 3 couches ionosphériques, le problème des saisons, enfin à peu près ce que je viens de vous dire. Et cet article se termine aussi, non pas par la totalité des diapositives que je vous ai présentées, mais enfin également quelques-unes qui soulignent cette empreinte spiralée ou tourbillonnaire que l'on trouve dans toutes les formes vivantes. Et d'un autre côté, je crois que Michel Chazot a l'intention également de faire un petit recueil de ce qui vous a été présenté ce soir, et également d'avoir une cassette qui puisse accompagner, parce qu'il est bien évident que le texte, si on n'a pas les figures sous les yeux, ça ne rime à rien, on ne peut pas le rattacher à quelque chose. Alors voilà ce que je peux ajouter. Maintenant, si vous avez des points précis qui vous intéressent et que je puisse préciser, parce qu'il ne faut pas oublier la phrase que vous a citée Michel Chazot tout à l'heure, et que j'ai citée moi-même dans un des articles qu'il vous a cité, c'est cette phrase de Descartes: pour atteindre la vérité, il faut une fois dans sa vie se défaire de toutes les opinions que l'on a reçues, pour reconstruire de nouveau et dès les fondements tous les systèmes de nos connaissances. À ce stade, il n'est nul dogme ni théorie qui ne tienne, et chaque pas effectué dans la progression de la connaissance ne permet que de mieux mesurer l'étendue de ce que l'on ignore. C'est évidemment très différent de l'opinion de cet éminent physicien dont je vous ai parlé tout à l'heure et que je ne vous nommerai pas, disons par pitié pour lui, je ne sais pas s'il la mérite. Pour lui, c'est perdre son temps que de s'intéresser aux phénomènes qui nous dépassent. Seulement, quand je dis tout de même que ce physicien est devenu directeur du CNRS, ça me laisse rêver sur ce que peuvent faire les chercheurs. J'avoue que personnellement, je ne m'en ressentirais pas du tout, j'aurais certainement roulé dans les brancards. C'est pas mon avis. Et ce n'est pas le rôle de la science que de nier l'évidence pour se cramponner à une théorie et garder son prestige. Vous n'avez pas de questions, de points qui puissent... Oui ? Au sujet de l'eau. Au sujet de l'eau. Oui. Est-ce que dans la molécule, je ne sais plus comment l'appeler, on trouve ce phénomène tourbillonnaire, les spirales, dans la molécule de l'eau? Et pourrait-on parler de la mémoire, entre guillemets, de l'eau? Vous trouvez... Et puis en une troisième question, au sujet de la connaissance, à un moment donné, je crois, l'arbre de la connaissance a perdu l'homme. Bon, alors ce que vous voulez d'abord savoir, c'est si la bioélectronique peut mettre en évidence cet aspect tourbillonnaire dans l'eau. Mais l'aspect tourbillonnaire, il se trouve dans le mouvement de l'eau. Une rivière qui coule
Elle ne coule pas en ligne droite. La ligne droite, c'est vu par les ingénieurs de génie rural. Mais une rivière serpente. Elle arrache d'une rive ce qu'elle rejette sur l'autre. Elle se déplace. Le mouvement de l'eau est un mouvement spiralé, et je dirais même doublement spiralé. Il ne faut pas croire que les poissons qui remontent une rivière se fatiguent à remonter le courant. C'est ce qu'on appelle, c'est défini par Charles Laville sous le nom de tourbillon de Weyer, c'est-à-dire qu'un tourbillon dans un sens engendre à son intérieur un tourbillon d'un autre sens. Et une eau courante, c'est quelque chose que j'ai fait très fréquemment. Vous prenez une eau courante, que ce soit une eau de rivière, une eau de source, enfin, j'entends quelque chose qui ne soit pas trop pollué, parce qu'autrement, on n'y voit vraiment pas clair. Vous prenez les mesures de cette eau. Bon. Vous la laissez immobile, elle devient stagnante. Ces mesures bioélectroniques varient, et varient toujours dans le même sens. Acidose, réduction, effondrement de résistivité électrique. Effondrement de résistivité, et pourtant, vous n'avez pas ajouté d'électrolyte. Alors là, je parle aussi, je ne cite pas ici les eaux thermales, parce que là, vous pouvez avoir des variations qui sont totalement différentes de ce que je viens de vous dire. Je parle d'une eau de rivière qui ne soit pas trop polluée, ou alors des eaux de source, ou des eaux de pluie, celles qui nous tombent du ciel, mesurez-les quand elles tombent, gardez-les, ça va assez vite à se transformer. Autrement dit, une eau courante, une eau à l'état de mouvement, a une propriété vitale qu'on ne retrouve pas dans une eau qui est en flacon. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ne vaut rien, parce qu'une eau, par exemple, j'ai devant moi l'eau du Mont-Roucou, là aussi je ne suis pas chargée de faire la publicité, mais je dis tout de même ce que j'en pense. Vous avez une eau de très haute résistivité électrique qui a un pouvoir solvant indiscutable, même s'il lui manque quelque chose par rapport à ce qu'elle est à la source. Seulement, le mouvement tourbillonnaire et surtout l'arrêt de ce mouvement, vous le trouverez dans la variation des facteurs électroniques quand l'eau passe de l'état de mouvement à l'état d'immobilisme. Si vous mesurez l'eau à un seul état et pas à l'autre, si on vous la donne comme ça, vous ne serez pas capable de dire si elle est courante ou si elle est stagnante, si elle a l'intégralité de ses propriétés ou si elle en a perdu une partie. Mais vous, là aussi, une technique dit beaucoup de choses, mais vouloir lui faire dire la totalité des choses, il y a des problèmes d'observation ou quelquefois de confrontation ou de complément avec d'autres techniques qui sont quelquefois nécessaires. Bon, vous m'avez posé une autre question, l'arbre de la connaissance, sur la mémoire de l'eau. L'eau est un élément, ce n'est pas quelque chose de simple. Et si vous trouvez des variations qui se répercutent sur tous les milieux vivants, à des échelles différentes, ça laisse tout de même supposer une chose, c'est que vous avez des éléments conducteurs qui sont semblables, autrement dit que l'eau n'est pas simplement une masse liquide comme ça, mais qu'elle est structurée. C'est cette structure qui peut être modifiée. Et effectivement, si vous modifiez la structure de l'eau d'une certaine manière, elle en gardera le souvenir. Elle n'aura pas les mêmes propriétés que si elle n'avait pas subi une empreinte ayant modifié cette structure. Voyez-vous, je vous ai dit tout à l'heure qu'une eau courante devenant stagnante, voyez, subissait un effondrement de résistivité électrique sans qu'on ajoute d'électrolyte. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose s'est modifié dans son pouvoir isolant, quelque chose s'est modifié dans sa structure. Or, il est évident
Je pense par exemple aux dilutions homéopathiques. Si vous prenez une eau quelconque, vous ajoutez quelque chose, vous donnez une série de succutions comme on le fait, enfin c'est mécanique bien sûr, c'est pas à la main, je fais ce mouvement-là, mais ça ne veut rien dire. Eh bien, il est évident que vous allez modifier cette structure, cette eau modifiée, elle va en garder le souvenir. Bon, on a attaqué Benveniste, là aussi on l'a démoli pratiquement parce que ce qu'il dit dérange un certain nombre de connaissances actuelles, dérange les théories en cause. Vous savez, quand quelque chose dérange ce qui est, on se fait très mal voir, hein, et tous les moyens sont bons pour démolir. Alors ça, je vous le dis en connaissance de cause. Hein. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça fera le sujet d'une autre conférence. Mais enfin, il y a quelque chose de vrai dans ce que dit Benveniste, il y a une mémoire de l'eau. Vous m'avez posé aussi... Oui, mais alors à ce moment-là, on pourrait imaginer que toute molécule a une mémoire aussi. On peut imaginer que... toutes les molécules a une mémoire, parce que beaucoup de molécules est composée d'eau, ne serait-ce que les végétaux. Donc les végétaux ont une mémoire. Tout ce qui existe a une individualité. Pourquoi voulez-vous que le végétal n'ait pas lui-même une mémoire, qu'il n'ait pas quelque chose d'imprimé dans sa force, dans sa forme? La forme est une expression matérialisée de l'énergie, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une phrase de Charles Laville. Donc il y a là aussi un élément de base qu'il garde. Tout comme vous avez une individualité dans une physionomie, dans une voix, dans une attitude, vous avez quelque chose. Des événements extérieurs peuvent intervenir, bien sûr, pour provoquer une modification quelconque. Il n'en reste pas moins qu'il y aura un élément de base qui subsistera. Il y a une structure en toute chose. Les éléments ne sont pas des masses comme ça informes. Ce que je dis de l'eau, au fond, je pourrais le dire de l'air. C'est un élément structuré. Est-ce que vous m'avez dit autre chose? Je ne me rappelle plus ce que vous m'avez dit. Oui, c'est au sujet de la connaissance. Au sujet, oui, vous m'avez dit l'arbre de L'arbre de la connaissance avait perdu l'homme. L'arbre de la connaissance a perdu l'homme. Je crois effectivement qu'il y a une connaissance qui a été perdue, qu'il y ait une connaissance de base, une connaissance des mécanismes de la vie, et vraisemblablement de cette dynamique de la vie que je n'ai fait qu'évoquer sûrement de façon très partielle. On ne peut pas prétendre tout connaître. Seulement, on n'a plus les pieds sur terre, pratiquement. C'est un échafaudage de théories. On considère qu'on a résolu un problème quand on l'a simplement déplacé. Il n'est pas pour autant résolu. Et effectivement, c'est cette connaissance théorique qui perd l'humanité, qui incite à détruire, à ne pas respecter un certain ordre des choses. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que tout est immuable et que parce qu'une chose est de telle manière, rien ne doit jamais bouger. Pas question de faire de l'immobilisme ni de retourner à l'âge des cavernes. Mais enfin, il y a des limites et ces limites, on ne les respecte pas. Je parlais tout à l'heure là, des eaux sinueuses, des eaux qui descendent. Bon, là où les ingénieurs du génie rural interviennent pour faire des remembrements, bon, on vous fait des ruisseaux tout droit. Alors le résultat, quand vous avez une période de sécheresse, bon, ça se fait sentir plus qu'avant. Et puis les puits qui sont dans le secteur ne sont pas alimentés comme ils étaient avant. La nature s'était débrouillée pour faire un système qui pouvait tenir. Vous avez certains de ces éléments-là qui sont très bien soulignés dans le livre de Frédéric Wachter, là, que je vous ai signalé tout à l'heure. C'est très simple, mais c'est très parlant. Et c'est présenté d'une façon très imagée, c'est attrayant, et ça illustre beaucoup de ces phénomènes de la nature qu'on saccage inconsidérément,
Et puis, on en porte les conséquences parce qu'il y a les répercussions. C'est inévitable. Vous aviez autre chose? Vous ou quelqu'un d'autre? Madame? Au bout de combien de temps de l'eau courante devient stagnante, c'est contre quel point de vue résistivité? C'est très variable, madame. C'est très variable et je ne voudrais pas vous donner un chiffre que je puisse considérer comme absolu. Si vous avez une eau de pluie, d'une pluie assez violente, une eau d'orage par exemple, vous pouvez considérer que les premières variations qui se produisent sont assez rapides, dans les heures qui suivent. Ces variations sont d'autant plus rapides, en général, que l'eau est plus pure, que la résistivité est plus grande. L'eau la plus stable qu'on puisse trouver, ça ne veut pas dire qu'elle soit stable toujours aussi. Mais si vous prenez de l'eau de mer, par exemple, il n'est pas question d'utiliser comme une eau de boisson. Mais enfin, là, il m'est arrivé d'en garder plusieurs semaines avant qu'une variation se produise. Et alors là aussi, la variation se produit dans le même sens, acidose, réduction, effondrement de résistivité électrique. Toujours la même chose, mais c'est très très variable. Et là aussi, même pour une même eau, vous avez des variations dans le temps de détérioration par rapport aux phases cosmiques qui sont en cause, et suivant les saisons. Sous certaines influences lunaires, la détérioration est beaucoup plus lente, sous d'autres beaucoup plus rapide. Je ne voudrais pas vous faire de loi, vous fixer un chiffre, le chiffre serait faux. Il serait valable peut-être une fois, et puis les autres fois, il serait faux. Voyez-vous, il faut toujours garder cette extrême prudence dans les conclusions, penser aux influences qui s'exercent sur nous, que nous subissons, inconsciemment, mais nous les subissons quand même, l'eau les subit, nous aussi, et les définir, les préciser, je ne me chargerai pas de le faire, et pourtant les mesures, j'ai commencé à en faire en 1944, ça fait déjà un certain temps. J'ai connu Vincent en 1956. À partir de 1956, c'est la bioélectronique qui a parlé. Mais malgré toutes les mesures accumulées, je ne voudrais pas faire une loi que je puisse considérer comme formelle. Voyez-vous ? Dans les milieux vivants, par exemple, on peut considérer qu'il existe des ordres de grandeur entre lesquels certaines choses peuvent se produire ou ne pas se produire. Mais prendre un chiffre, le considérer comme une loi, en faire un absolu, personnellement, je ne le ferai pas, parce que ce que j'ai cherché à mettre en évidence, c'est une série de mécanismes, de dynamiques de la vie, et ça ne me permet pas de fixer quelque chose de façon formelle. Je vous en prie. Oui ? Alors, le sérum biologique et le sérum de Platon qu'on voit en comble, Oui ? ça fait aussi. Vous avez très certainement une différence avec ce qui est à l'origine. Maintenant, de là à vous dire qu'il y a un inconvénient majeur à l'utiliser, de là à vous dire que l'action sera pire que celle des transfusions sanguines, par exemple, il y a un pas que je ne voudrais pas franchir, voyez-vous, parce qu'il faut aussi tenir compte d'une chose, hein, la perfection n'est pas de ce monde. Et quand il arrive par exemple un accident, s'il fallait aller chercher de l'eau de mer à une certaine profondeur, se mettre à la diluer, le patient aurait le temps de mourir. Alors je crois qu'à ce moment-là, il vaut mieux quand même en avoir d'avance, même si, comme pour l'eau de boisson, je disais tout à l'heure, s'il n'y a pas l'intégralité des propriétés, on est toujours bien assuré, sinon d'un véritable bien, tout au moins d'un considérable moindre mal. Alors, en tout mot, il faut choisir le moindre. À propos de l'eau, Oui, si on lui fait subir des suppulsions, est-ce que la résistivité remonte? alors ça, il faudrait que je fasse l'expérience pour vous répondre, parce que je ne l'ai pas fait. Ce que je peux vous dire, parce que ça je l'ai fait tout au début que je me suis lancée dans cette aventure, parce que c'en est une, effectivement, si vous diluez une substance de façon homéopathique dans l'eau, et si vous agitez,
non pas de façon régulière, mais par saccade. Le pH augmente par palier. Et il augmente d'autant plus que la dilution est plus grande. Et la variation qu'il subit dure d'autant plus longtemps que la dilution est plus grande. Mais ça, je ne l'ai fait que pour me faire une opinion, s'il y avait quelque chose ou s'il n'y avait rien. Ça n'a pas vraiment fait partie du travail que j'ai fait. Et ensuite, ça a été pour moi antérieur à ce que je connaisse du Claude Vincent, donc antérieur à la bioélectronique. Je ne peux pas vous donner de mesure, quelque chose qui soit précis, ni sur le RH2, ni sur la résistivité. Il est probable que quelque chose varie. Est-ce que c'est de façon vraiment sensible? Et que peut-on en déduire? Alors là, voyez-vous, je ne sais pas quoi vous répondre. Quelqu'un d'autre? Oui. Oui? L'expérience a été réalisée avec une eau de la même qualité que Volvic à peu près, Oui. Uriage, Petronum. Oui. La faire tourner dans une bouteille en verre pleine aux 2/3, 3/4 pendant 3 minutes en sens positif. Oui. 7000 ohms environ au début, et ensuite la résistivité dépassait les capacités de lecture de l'appareil, au-dessus de 30 000 ohms environ. Donc là vous avez une réponse, puisque l'expérience a été faite. La résistivité augmente par le mouvement. Apparemment c'est logique, parce qu'en général, dans une eau naturelle, les 3 facteurs, quand ils varient dans le même sens. Alors ça ne m'étonne pas, voyez-vous, et vous avez certainement raison. Et personnellement, je ne me serais pas chargée de le dire, puisque je n'avais pas fait l'expérience, je n'avais constaté que sur le pH. Mais alors, effectivement, la résistivité augmente, et il est probable que le RH2 doit subir une variation aussi dans le même sens. Le pH de RH2 ne varie pas d'une manière sensible, significative. Oui. La résistivité, ici, C'est la résistivité. énormément. Elle augmente. Combien de temps dure cette variation? Oui, ça c'est une autre histoire, bien sûr. Oui, bien sûr, là aussi, c'est une expérience, si vous voulez, un petit peu sommaire, comme celle que je viens de citer aussi, parce que j'ai fait ça pour me rendre compte, pour me faire une idée, une opinion sur la question, mais enfin, je n'ai pas cherché à développer outre mesure. Enfin, ça répond un petit peu à ce que vous dites, la résistivité donc augmente. Est-ce que ce ne serait pas lié au problème que vous évoquiez de la fiabilité de la résistivité? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on mesure en réalité quand on mesure la résistivité? Puisque dans une solution, il y a des parties qui sont plus résistantes que d'autres. Est-ce que le mouvement ne créerait pas justement un changement, on pourrait dire, physique des Certainement. capacités physiques des différents isolants, soit en solution ou en suspension, et changerait par la même la résistivité? Très certainement, quand vous changez une résistivité, vous avez une modification qui se produit dans la masse même, dans la structure même de l'élément en cause. C'est certainement ce qui joue un rôle. Maintenant, évidemment, ce serait très souhaitable de pouvoir définir, de pouvoir visualiser ces structures. Ce n'est sans doute pas impossible. Jusqu'à maintenant, je n'ai trouvé personne qui puisse le faire. Il est certain que si on pouvait, par un moyen autre que la bioélectronique, parce que là, ce n'est pas la bioélectronique qui mettra en évidence une structure, mais par un autre paramètre, si on pouvait mettre en évidence les structures de l'eau, ça compléterait de façon remarquable la bioélectronique. Alors là, un des vice-présidents de notre association, Joseph Orzac, qui enseigne à l'université de Mons, veut s'attaquer au problème, essayer de mettre en évidence, et le travail se fera à l'origine sur l'eau de source du Mont Roucou. Maintenant, pour l'instant, le travail n'est pas fait. Ensuite, on ne sait pas à quoi ça l'entraînera lui-même, quels essais il pourra faire. Donc là, je ne saurais pas
vous donner non plus d'éléments positifs sur les variations que peuvent subir cette structure. Très certainement, il y en a. Les mettre en évidence, c'est une autre histoire. Ça ne doit pas être impossible. Mais quand, comment, point d'interrogation. Je ne peux pas vous répondre. Oui. Oui? Est-ce que vous aviez repris les expériences du docteur Picardi sur Non. l'oxyde? Non, absolument pas. Non, je les connais. Je sais que les expériences de Picardi mettent également en évidence des histoires cosmiques. Il relève lui-même par un moyen tout différent une action de phase lunaire, différentes actions cosmiques, mais je n'ai pas repris les expériences de Picardi. Alors je dois dire que j'ai travaillé individuellement. Je sais que l'application que j'ai faite de la bioélectronique en cherchant à mettre en évidence une dynamique de la vie n'a pas été l'application courante qui a été faite. J'ai travaillé seule. De financement, je ne pouvais compter que sur moi-même. Ensuite, il fallait que je gagne ma vie en même temps, donc je travaillais. Je ne disposais pas de tout mon temps. Et puis, quand j'ai voulu tenter une application, on m'a coupé les deux ailes. C'est une autre histoire, mais là je vous dis, ce serait une autre conférence. Pas du tout du même genre. Oui? Quand vous mesuriez chaque matin l'eau de la mer, l'eau de la terre, vous laissiez l'échantillon à la masse. Oui, relié à la terre par un fil de cuivre. Les échantillons qui ont été mesurés dans des flacons étaient toujours reliés à la terre par un fil de cuivre. Alors, par contre, quand vous parlez de l'eau de mer, par exemple, les variations que j'ai relevées sur les phénomènes des marées, ça a toujours été pris, non pas dans des flacons, mais alors carrément en mer. Carrément. Sur un bateau? Ah non, 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 non. Non, à la limite de retrait des marées, les expériences, c'est sur les côtes Loire-Atlantique et Vendée, très exactement entre la Plaine-sur-Mer et puis Notre-Dame-de-Mont. Mais là, c'était carrément en mer. Parce que là aussi, je tenais compte d'une chose, je vous dis, l'eau de mer est beaucoup plus stable que les eaux de source qu'on peut trouver ou les eaux de pluie. Mais il ne reste pas moins qu'au bout d'un certain temps, elles subissent une variation. Or là, il s'agit d'une variation rapide. La seule façon d'être sûr que vraiment elle répond à quelque chose, c'était de faire sur place. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, comme je me déplaçais en général toutes les semaines, les week-ends, eh bien, j'en profitais pour faire mes petites mesures. Oui. Les rythmes de 23, 28, 33 jours, est-ce qu'ils sont en accord avec les rythmes cosmiques? Vous connaissez les biorhythmes, 23, 28, 33. Là aussi, il y a des choses assez curieuses. Vous savez que dans les relevés qui ont été faits des poux chinois, suivant les auteurs, certains trouvent 23, certains trouvent 28, certains trouvent 33. C'est assez curieux, mais là aussi, c'est comme ça. Ça répond à quelque chose. Alors là aussi, officiellement, ce sont des choses dont on ne tient pas compte, et pourtant, ça a été relevé par différents auteurs. Bien, ça correspond à quelque chose. Or là, je pense que l'explication est la même. C'est cette association des mouvements de translation et de rotation qui existe pour toute chose. Et ça agit très certainement à ce niveau-là aussi, au niveau des masses fluidiques. Alors là, évidemment, je ne peux pas vous dire que je l'ai mis en évidence. Mais enfin, c'est une hypothèse qui résulte de tout le reste, de tout un ensemble. Oui. Est-ce qu'il existe des appareils qui permettent de déterminer le pôle positif ou négatif d'un champ magnétique ou électrique? Bien, de toute façon, d'appareils qui permettent vraiment, moi personnellement, je n'en connais pas, je n'ai pas utilisé, mais enfin, quand vous avez par exemple un pH qui descend, ben, vous savez qu'il descend vers le positif,
S'il monte, il monte vers le négatif. Mais en dehors de ça, ou alors, peut-être avoir recours aux appareils dont se service Moszarski pour la polarisation de la lumière. Mais alors là, j'avoue que je n'ai jamais eu ces appareils entre les mains. Je ne sais pas si l'intéressé existe encore, puisque ces expériences ont été échelonnées de 1927 à 1939. Qu'a-t-il utilisé? J'en sais rien. Alors là, ce sont carrément des physiciens qui pourraient vous répondre. Il faudrait voir des instituts météorologiques. C'est là qu'on vous répondrait, et les mêmes appareils vous répondraient, parce que lui-même, pour savoir que c'était le positif qui amplifiait la polarisation de la lumière, il a bien fallu qu'il ait un appareil pour le déterminer. Maintenant, cet appareil, j'avoue humblement, moi je ne le connais pas. Oui. Si l'on compare deux graines, un œuf et un grain de blé, le grain de blé garde ses qualités d'aptitude à la vie pendant très longtemps, l'œuf très vite se dégrade. Si on met cet œuf finalement à l'intérieur, au contact du blé, cet œuf évolue très différemment et garde cette aptitude à qualifier la vie pendant très longtemps. À la limite, il finira par évoluer à un stade pour affiner la vie, mais il ne pourrira pas, il se momifiera. Donc, quel est le mécanisme d'action, d'interaction entre ces grains de blé et cet œuf? Alors là, j'ignore absolument, c'est une expérience que je n'ai pas faite. Le niveau oral, on conserve les deux dans le blé, etc. Si vous voulez. C'est une expérience que je n'ai pas faite. J'ai de multiples expériences sur la germination des blés. Les germinations dans leur ensemble, pour le blé comme pour le reste, c'est un phénomène d'oxydoréduction. Oxydation du grain au germe, réduction du germe à la plante. Ça ne s'applique pas seulement au blé, mais alors de là à vous dire que j'ai fait des expériences de conservation, alors là je n'ai absolument pas fait. Je ne suis pas capable de vous dire quelle peut être l'interaction existante. Là aussi, il faudrait chiffrer, il faudrait faire des mesures, il faudrait essayer. Or ça, je ne l'ai pas fait. Là, je ne peux pas vous répondre. Les éléments, Oui. les éléments avec l'eau, est-ce qu'il y a expérience? Seulement avec l'eau. Les aimants. Les aimants avec l'eau. Il y a certainement là aussi une action. Maintenant, là aussi, je n'ai pas fait ces mesures, voyez-vous. Il faut penser, normalement, quand un sujet de quelque envergure est étudié, il faudrait une équipe. Et il faudrait du temps. Or, il n'y avait pas d'équipe. Et je n'avais que peu de temps. Parce qu'il fallait faire autre chose. Alors là aussi, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Ça a certainement une action, là aussi. Ça doit pouvoir se mettre en évidence. Est-ce que ça joue au niveau des potentiels peut-être, au niveau des structures? Peut-être des deux. Mais vous le précisez, je n'en sais absolument rien. Suivant la définition de la forme que vous donnez tout à l'heure, y a-t-il des travaux, à votre connaissance, faits sur la relation entre des ondes de forme et la circulation d'un fluide, en particulier de la sève dans un végétal? Une relation entre certaines courants théoriques, entre les ondes de forme, si vous voulez, certaines formes, provoquant certains champs, stimulant il y a une incidence sur des fluides, pouvant donc agir sur la résistivité d'un végétal pour accélérer, réduire ou empêcher finalement ces modifications de sa résistivité par les ondes de forme. Et les travaux fournissent la suivant. C'est-à-dire qu'on peut par exemple avec certains champs provoquer, si vous voulez, faire monter la sève dans une branche d'arbre, la faire
avant une autre, etc. quoi. Donc, pareil également une menace de gel, etc. Il y a des travaux faits là-dessus. Alors, y a-t-il, êtes-vous au courant, quoi? Et y a-t-il chez nous des travaux faits de manière très rigoureuse? Je ne connais pas autre chose en la matière que ce que je vous ai cité. J'ai cité Charles Laville, ces formes naissant de courants électrolytiques, ces lignes sélectives de champs de force. Il est certain que là aussi, quelque chose doit pouvoir exister. Maintenant, là aussi, ça ne fait pas partie de ce que j'ai étudié, voyez-vous. Là aussi, c'est une question sur laquelle je ne pourrais pas me prononcer de façon formelle. Je ne l'ai pas fait. Vous avez autre chose? Pour compléter la question de monsieur, vous avez rencontré le comte de Bélisane. Est-ce que ce que vous avez remarqué dans son étude peut être donné à cette femme? J'y vois peu d'inconvénients. Effectivement, j'ai connu M. de Bélisane qui s'est beaucoup intéressé aux ondes de forme. Et j'ai eu l'occasion d'aller chez lui. Et il habitait à l'époque dans les Côtes du Nord, près de Saint-Brieuc. M. de Bélisane s'est beaucoup intéressé aux formes anciennes, aux formes égyptiennes. Et il avait dans son parc, parce que dans la maison, ça apportait quelques perturbations et ça rendait les gens malades. Mais enfin, il avait toute une série d'ondes de forme égyptiennes. Et il avait, entre autres choses, les piles, vous savez, les disques, les sphères plus exactement, les 3 sphères emboîtées. Alors, l'une se ferme horizontalement, l'autre verticalement, et la 3e à l'intérieur, horizontalement. L'eau pouvait geler à l'intérieur des 3 sphères quand il ne gelait pas à l'extérieur. M. de Bélisane n'a pas fait de bioélectronique et moi je ne l'ai vu qu'un jour. Je n'ai aucune, là aussi, expérience de la question. Enfin, c'est tout de même assez curieux. Ce qu'on pouvait également constater, il avait à l'extrémité de ces 3 globes emboîtés les demi-sphères égyptiennes, 3 alignées. Et sur les 4 côtés du pavillon, il avait planté des vignes vierges. Là où était l'entrée du courant. Donc, en ce sens, la vigne vierge avait poussé de façon magnifique, très droite, très belle. À droite et à gauche, elles ont également poussé très belles en venant rejoindre la première. L'emplacement ne devait pas trop leur convenir. Par contre, celle qui se trouvait à l'opposé, donc à la sortie des piles, est morte. Alors ça, je les ai vues de mes yeux vus. Les plantations avaient été faites, je ne sais plus si c'était 6 ou 8 mois auparavant. Et alors là, effectivement, vous en aviez qui étaient très belles, l'une très droite, les autres venant rejoindre la première, à l'opposé, étaient mortes. Maintenant, là aussi, ça n'a donné lieu à aucune mesure. Je ne saurais pas chiffrer, définir ce qui s'est passé. Là aussi, c'est une constatation. Et pour l'expliquer, il faudrait confronter avec des mesures, avec d'autres observations. Et ça, c'est une chose qui, à ma connaissance, n'a pas été faite. Maintenant, je ne prétends pas tout connaître. Oui. L'appareil sur lequel je mets un verre d'eau. Et si je fais le test avec des vagues, dans 2 pièces séparées,
C'est possible. Oui. C'est très possible. Il y a certainement beaucoup de constatations qui peuvent être faites et qui sont faites, mais là aussi, c'est toujours constatation isolée. Alors, on constate, mais expliquer, c'est tout un problème. On est un peu désarmé pour le faire parce que là aussi, il faudrait s'y attacher, le faire de façon suivie, faire des comparaisons, chiffrer, expliquer. Il faut du temps, il faut du... Oui. 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 De toute façon, l'eau est un élément extrêmement sensible, susceptible de réagir à beaucoup de choses, dans un sens ou dans l'autre. Et il y a certainement de multiples expériences qui sont faites, dont on n'a pas tiré parti, et certainement beaucoup d'autres aussi qui seraient à faire, et puis qui ne sont pas faites. Je répéterai encore Descartes. Oui. Il semble pourtant qu'il peut y avoir des applications pratiques faciles. Vous semblez montrer que les changements dans les paramètres de l'eau avant les catastrophes. Alors, on a beaucoup parlé de prévention des risques naturels avec les secrétaires d'État successifs. Est-ce que finalement ça a été utilisé, proposé, puisqu'il semble qu'il y ait des changements complémentaires en tornades, ça pourrait permettre de les prévoir au moins dans les zones. Oui, très certainement. Seulement, il faudrait à ce moment-là, pour prévoir les cataclysmes, il faudrait aussi pouvoir en fixer le lieu, voyez-vous. Et ça exigerait tout de même qu'il y ait, en des secteurs différents, des mesures de fait sur les mêmes choses. Parce que autrement, vous relevez une variation extravagante. Vous pouvez toujours dire il va se passer quelque chose quelque part, mais où ? C'est là le problème. Évidemment, si c'est sur place, la variation se produit avant. On pourrait remarquer les animaux et peut-être en tirer quelque chose, mais si ça se produit après parce qu'on est à distance, c'est pas parce qu'on les a relevés qu'on aurait pu en fixer le lieu. Là aussi, il y a un problème. Il faudrait remarquer actuellement, on commence à relier les séismes aux variations du magnétisme terrestre. Alors je dois dire à ce sujet qu'il y a maintenant 25 ans qu'André Guérin et moi-même avons publié un article sur ce même sujet, article dans lequel figure un certain nombre des graphiques que vous avez vus ce soir. C'était dans une revue de géomorphologie dynamique, il y a 25 ans. André Guérin n'est plus de ce monde. Oui. Est-ce que vous avez des mesures bioélectroniques en considérant d'autres phénomènes astronomiques du style conjonction Soleil-Jupiter? Non. Non, absolument pas. Non, voyez-vous, parce que là aussi, il y a un travail énorme à faire. Alors, très certainement, là aussi, ça joue un rôle. Jusqu'à quel point, je ne sais pas. J'ai cherché à définir, bien sûr, les variations que j'ai observées, mais j'ai pris les éléments qui sont pour nous les plus proches, éléments solaires, éléments lunaires, rattachés à d'autres planètes. Ça demanderait un travail absolument énorme, parce que là aussi, les problèmes des différentes planètes, leur position n'est pas toujours la même par rapport au Soleil, par rapport à la polarité des cycles qui sont superposés. Alors là, je crois qu'il faudra que ce soit quelqu'un d'autre que moi, ma vie sera terminée avant. Et la notion de soleil noir, je crois que il faut de la science de travail. Vous pouvez en parler?
les couches ionosphériques sont des couches réfléchissantes. Et le Soleil que nous voyons est une image lumineuse au sommet de l'ionosphère solaire. Si ce n'était pas une image, il y a beaucoup de phénomènes optiques de l'atmosphère qu'on n'expliquerait pas. Il existe ce qu'on appelle l'antélie, à l'opposé du Soleil. S'il existe cette tache lumineuse, et même la lueur antisolaire, si la couche ionosphérique n'était pas réfléchissante, ça n'existerait pas. Il existe assez rarement, et dans nos régions on ne voit pas, mais enfin, sous certaines latitudes, les phénomènes de parélie, de soleils multiples. Comment expliquer des soleils multiples s'il n'y avait pas une couche réfléchissante pour donner quelque chose? Si le soleil que nous voyons est une image lumineuse, bien sûr, mais au sommet de l'ionosphère solaire, donc l'astre lui-même, il n'est certainement pas ce que nous voyons. Alors là, je pense que Louis-Claude Vincent avait raison, puisqu'il n'est plus de ce monde. Je crois que c'est tout. Oui. Mais c'est des choses qui unissent les différentes thérapies. Vous dites que l'état de santé de quelqu'un peut être analysé en fonction de l'étude de différents paramètres simultanément, le rôle, le pH, la résistivité. Et en fait, les thérapies sont très diverses. Ça va de médicaments, ensuite des applications strictes des oligo-éléments en fonction d'un besoin précis auquel on cherche à donner la réponse précise du sein, ou alors des psychothérapies, ou l'acupuncture, ou le magnétisme, l'application des mains, etc., pour obtenir un résultat qui s'appelle la guérison. Est-ce que quelque chose unit tout cela? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous dis et je redis, je ne suis pas médecin et je n'ai pas fait de mesures sanguines. Donc, je ne parlerai pas de mesures sanguines. Il est certain qu'un état pathologique s'accompagne de déviations des facteurs bioélectroniques. Ces déviations, effectivement, on peut essayer de les corriger par des moyens qui ne sont pas toujours les mêmes. Mais si on veut corriger, je vais prendre un exemple à tout hasard. Supposez que vous releviez chez une personne une alcalose urinaire, par exemple, très marquée. Il est évident que si dans la thérapeutique qui lui était appliquée, il y a quelque chose qui vient accentuer cette alcalose, ça n'améliorera rien. On cherchera à ce moment-là plutôt, sur le plan bioélectronique j'entends, quelque chose qui tend à la diminuer, donc à faire descendre au contraire le pH. Or, il est certain que dans la médecine classique, telle qu'elle est pratiquée couramment, ce sont des facteurs dont on ne tient guère compte. Surtout en allopathie, vous avez très souvent des ordonnances qui sont surchargées, vous avez 8 ou 10 produits dessus. Dans chacun des produits, vous en avez souvent 5 ou 6. Alors, si vous arrivez à 40 ou 50, pour ma part, je serais très surprise qu'il n'y en ait pas dans le nombre qui se contredisent entre eux. Et de là à dire qu'ils iraient tous dans le sens des déviations qu'il faudrait provoquer, je me garderais bien de le dire, parce que pratiquement, on ne sait pas ce qu'on fait. Ce qu'on fait, on déplace le problème. On le déplace. Et quand on l'a déplacé, on a considéré qu'on a tout de même un succès. Parce que le problème n'est plus le même. Non seulement on en a un autre. Alors on cherche à déplacer l'autre. C'est le cercle vicieux.
Et je crois que la médecine actuelle dans son ensemble évolue dans ce cercle vicieux dont elle ne cherche pas à sortir. Maintenant, de là à vous dire qu'une seule thérapeutique aussi pourrait répondre à tout, non, certainement pas. Je ne suis pas contre l'homéopathie, bien loin de là, je ne suis pas contre l'acupuncture, je ne suis pas contre le magnétisme, absolument pas. Vous avez d'ailleurs actuellement, vous savez que dans les aimants, par exemple, les ceintures magnétiques ou colliers magnétiques, vous avez certains alliages qui ont été mis au point par la NASA. Vous avez des choses qui ont été faites de façon assez précise et qui répondent tout de même à une atténuation des douleurs, même si ça ne résout pas tous les problèmes, si ça apporte un soulagement sans rien détériorer par ailleurs. Personnellement, je considérerais que c'est déjà un succès. À peu près. À peu près. À peu près. Là, je ne peux pas aller au-delà non plus. Je ne peux pas aller au-delà. Vous dites que vous n'avez pas pu faire de mesures sur le sang parce que vous n'êtes pas médecin. Non. On va comprendre que vous n'avez pas pu trouver un médecin qui ait pu vous assister à vos expériences. Non. Et j'ai eu suffisamment de problèmes en voulant appliquer un des aspects de la bioélectronique pour que ça me fasse tout envoyer promener. Il n'y avait pas d'autre solution. Et ce sont des problèmes qui m'ont coûté très cher à tout point de vue. On ne pardonne pas à ceux qui dérangent ce qui est. Et tous les moyens sont bons pour les démolir. Les pires fourberies. Et les pires fourberies sont légales à ce moment-là. Je vous parle en connaissance de cause, croyez-moi. La justice n'y peut rien. Elle considère que ce sont des problèmes qui ne la regardent pas. On s'arrête ? Merci.